je suis architecte, urbaniste, je suis enseignant à l'ESPI aussi, et donc on milite aussi tous les deux depuis un certain temps pour une association qui s'appelle Rue de l'Avenir, dont vous trouverez facilement le site, puisque Rue de l'Avenir en continu, et vous avez énormément de choses sur l'espace public. Et cette association nous conduit aujourd'hui à vous parler des communs. En fait, Rue de l'Avenir, c'est en gros le travail sur le rez-de-chaussée de la ville. Le rez-de-chaussée de la ville, c'est cette liaison qu'il y a entre le bâtiment, l'espace public, etc. Mais on va vous en dire plus bientôt. Alors on fait en tandem, on se passe la parole. Bien, alors première diapositive. Donc on va aller la chercher, voilà, elle vient. Alors vous avez deux choses sur cette diapositive. Une courbe qui est assez connue dans le monde des transports et qui essaie de croiser les consommations d'énergie pour les transports et la densité des villes. Alors cette courbe, elle place Hong Kong tout à fait hors du cadre quasiment, hein, avec effectivement une très faible consommation pour les transports par habitant. Et puis vous avez un paquet au milieu là qui situe, on va dire, les villes européennes traditionnelles, hein, Paris, Vienne, Londres, Hambourg, Francfort, etc. Et puis, évidemment, à l'autre extrême, le modèle américain d'étalement urbain. Hein, donc, si vous n'arrivez pas à lire, il y a Détroit, Phoenix, Houston, etc. Donc, ces modèles montrent l'un des enjeux de la ville dense, hein, qui est la question de la durabilité au sens consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre. On y reviendra sur ces exemples, au moins sur l'exemple de Hong Kong, hein, qui est une spécificité sur ce graphique, et qui pose la question, est-ce qu'il y a une densité optimale, hein? On peut s'interroger, puisqu'à Hong Kong, on arrive à vivre. Hein, bon. Et puis de l'autre côté, vous avez le modèle francilien, où sur des surfaces comparables entre le 14e arrondissement, qui a une population de 150 000 habitants à peu près, hein, et puis la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui avait 250 000 habitants dans les années 2000, vous voyez très nettement, hein, la différence de surface, quoi, hein. Alors, est-ce qu'on vit mieux à Paris? Est-ce qu'on vit mieux à Marne-la-Vallée? Là aussi, je laisse la question tout à fait ouverte. En tout cas, les formes urbaines héritées de l'époque haussmannienne fonctionnent plutôt bien, hein, malgré la promiscuité. Voilà, donc on pose le problème, et puis on va essayer de regarder en détail en quoi, finalement, l'une des réponses par rapport à ce problème, c'est pas forcément dans le bâti lui-même, mais dans les espaces communs liés à ce bâti. Alors justement, pour rester sur cette question de densité, quelques exemples que vous connaissez sûrement, bien sûr. La ZAC Masséna, 340 logements par hectare. La ville haussmannienne, 300 logements par hectare. Donc, je reviens dans l'autre sens. Le quartier Vauban, un des premiers éco-quartiers à Fribourg en 1999, avec 3000 logements collectifs, ça fait 80 logements par hectare. Et puis, effectivement, le pavillonnaire, on est entre 5 et 20. Donc voilà, ça c'est un peu, on pose la question. Alors le modèle haussmannien, il est fondé sur un système très riche d'espaces verts qui sont articulés entre eux, avec une structure qui est basée sur, je ne vais pas y arriver, voilà, avec une structure qui est basée sur une relation entre des quartiers, avec un urbanisme qui est basé sur la construction d'un espace public qui dessine des îlots. C'est une conception inverse de celle qu'on a l'habitude de voir. Et cette conception, elle permet était multifonctionnel, multisocial aussi, quoique en ce moment on connaît bien le prix du mètre carré à Paris et donc l'aspect social disparaît. La mixité qui existait dans ce type de bâti a disparu.
petit à petit, progressivement, mais le modèle a été copié. Il y a des Chinois, des gens du monde entier qui sont venus voir l'urbanisme haussmannien comme une référence. Est-ce que c'est un urbanisme durable? Je ne sais pas, mais la transposition n'a pas marché. Alors il faut s'interroger pour ça. Pourquoi cette transposition n'a pas marché? Donc aujourd'hui, la question de la densité de la ville, quand on veut, ça ne marche pas. Voilà, la question de la densité de la ville, on la retrouve d'abord dans la science-fiction en 1971, avec le roman de Robert Silverberg, qui parle des monades urbaines. Pour les urbanistes, c'est une référence. Il faut lire Aldous Huxley aussi, mais les monades urbaines, c'est une société. Une société qui, face à la famine, des années 70, conçoit un nouveau mode avec des constructions de 3000 mètres de haut, créant une société basée sur une ségrégation sociale, les plus riches habitant en haut et les plus pauvres en bas, mais avec un objectif de libérer le sol pour l'agriculture. Donc 10% pour les constructions, 90% pour l'agriculture. Donc on passe à cette vision, et on a encore des visions contemporaines, là pour le coup, avec effectivement Gaëtan Le Pellouel associé, qui produit une tour mixte dans laquelle on trouve toutes les aménités urbaines de la ville. Et cette tour, elle fait 200 mètres, 100 000 mètres carrés de commerce, bureaux, logements familiaux, résidences seniors, crèches, complexes sportifs, squares, fermes urbaines, marchés, hôtels, restaurants. Et en fait, on tire la ville vers le haut. C'est la représentation contemporaine des modernes urbaines. Troisième exemple, en cours de construction, 217 logements par hectare, une ville entièrement nouvelle dans la province de Guangxi, région industrielle conçue pour 30 000 personnes dès 2020. Donc un autre modèle de construction d'un seul tenant, d'une ville complète. Et vous voyez qu'on tourne dans ces densités-là. Alors, ce matin, j'ai entendu, on parle d'une densité plancher. Et quelle est cette densité plancher? Et est-ce que là aussi, tout à l'heure, François disait, est-ce qu'il y a une densité optimale? Est-ce que la densité plancher est réaliste? Alors, on va essayer d'avancer encore un tout petit peu plus pour comprendre. Donc, on passe du pavillonnaire, dont on a dit qu'on était entre 5 à 20 logements par hectare. Et puis, le pavillonnaire, en fait, c'est pas forcément, du point de vue des habitants, j'ai bien entendu ce qui a été dit tout à l'heure, une opposition drastique avec le logement collectif, mais cette conception architecturale, elle permet aux habitants de mieux maîtriser leur habitat, d'être responsables de leur habitat. Ça, c'est une notion extrêmement importante. Deuxièmement, ils peuvent s'approprier cet espace. C'est le leur. Ils peuvent le dessiner le jardin, le travailler, le modifier. Et puis, ils ne sont pas dépendants du monde extérieur. C'est-à-dire, le jardin donne la possibilité, tout à l'heure on en a parlé aussi dans l'autre forme d'urbanisation qu'on a vue dans les quartiers en Algérie, on a vu tout à l'heure qu'on surveillait les enfants. Ben là, on les surveille, mais en plus, on sait qu'ils sont en sécurité. Donc voilà déjà les premières notions qui font qu'il faut commencer à s'interroger sur la transposition de ce type d'habitat vers autre chose. Alors la photo voisine fait vraiment contraste, puisque c'est effectivement Hong Kong avec des densités nettes qui tournent autour de 10 fois la densité parisienne. Donc on dit que Paris est dense, mais sur l'île même de Hong Kong, on a des densités
qui explose, quoi. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, c'est la photo d'un bâtiment en construction, hein, et en gros, il y a la place de deux studios par étage. OK ? Un studio à Hong Kong, c'est 3 personnes qui vivent à l'intérieur, et ça coûte une fortune, hein. Et ce modèle-là, effectivement, qui fait une ville de compromis entre l'accès au travail et la nécessité de se loger, donc un compromis qui fonctionne plutôt bien, même si aujourd'hui il y a quelques crises politiques sur Hong Kong, mais qui ne sont pas liées à l'urbanisation, hein, qui sont liées à la relation avec la Chine. Ben alors, si j'ai choisi cette photo, c'est parce qu'elle illustre parfaitement ce que vient de dire Hervé, c'est-à-dire que l'espace de vie, l'espace intime n'est pas suffisant pour effectivement qu'un enfant puisse aller jouer, se détendre, rencontrer d'autres camarades, hein, pour ne prendre cet exemple. Et si aujourd'hui ce modèle pose énormément de problèmes, c'est qu'actuellement, avec la crise sanitaire, les enfants n'ont pas le droit de sortir de leur appartement. Alors ce n'est pas que anecdotique, hein. C'est la vraie question qui tourne autour de cette densité-là. Elle ne peut fonctionner que s'il y a un espace public en rapport, permettant effectivement la socialisation, permettant la rencontre et permettant aussi d'avoir une bouffée d'air, un peu d'espace vert, de verdure, quoi, en compensation effectivement de la minéralité de l'espace. Donc, ce que l'on connaît, notamment à Nantes, hein, mais dans nos villes européennes, c'est une densification qui essaie de trouver ce compromis avec la moindre artificialisation des sols. Et j'ai choisi cette photo de droite, là, pour vous montrer que, certes, c'est une densification qui permet de limiter l'étalement urbain, mais est-elle aussi durable ? Elle pose pas mal de questions, hein. Vous voyez en gros que le promoteur a gardé le cèdre qui a poussé au milieu de la parcelle pour construire tout autour les parkings de son opération, hein, la dalle de parking, et puis faire en élévation les logements. C'est de l'urbanisme low cost, cette solution. Et finalement, ça n'a pas grand sens en termes de biodiversité, puisque cet arbre isolé au milieu des bâtiments, il a peu de chances de survivre. Et alors cet urbanisme pose aussi beaucoup de questions, d'interrogations. Il y a du NIMBY aussi derrière ça, c'est-à-dire que les voisins n'en veulent pas, évidemment, mais sur des arguments parfois assez pertinents, comme mais est-ce que les services publics suivent, est-ce que les réseaux tout simplement d'assainissement, de distribution d'eau, d'électricité vont suivre par rapport à ce modèle. Ce sont ces questions-là aujourd'hui que l'on entend dans la population, notamment à Nantes. Alors du coup, évidemment que les documents d'urbanisme essaient d'intégrer ces enjeux dans leur définition. Et le PLU métropolitain, hein, qui vient d'être approuvé, hein, en 2019, essaie de traiter, hein, cette conciliation entre la faible artificialisation souhaitée et la nécessité de densifier. Maintenant, le vrai problème de cette affaire, c'est comment associer effectivement des habitants qui estiment avoir le droit de s'exprimer sur ces questions, alors même que ces documents sont extrêmement techniques. Il y a par exemple dans ce PLU un truc qui s'appelle le coefficient de biotope surfacique. Allez jeter un coup d'œil si vous voulez, et vous me direz si vous arrivez à comprendre à quoi correspond ce coefficient, hein, qui fait une pondération à 5 dimensions en gros, hein, et qui rend absolument inaccessible pour le commun des mortels la compréhension de la façon dont se construit la ville. C'est cette opération à Bordeaux qui a été réalisée par Lacaton et Vassal, architecte. Alors c'est assez intéressant parce que tout à l'heure je regardais l'exemple
des quartiers que vous nous avez décrits, qui ont été urbanisés. On retrouve la même forme d'urbanisation, sauf que la résolution, là, c'est de rendre cet espace aux piétons. Rendre cet espace aux piétons, c'est-à-dire requalifier l'espace public, le rendre agréable, intégrer du végétal, élargir les trottoirs, faire une circulation limitée avec des offres de stationnement avec des parkings en silo, c'est-à-dire requalifier tout cet espace. Mais ce n'est pas suffisant, parce que dans la rénovation de ce grand ensemble, on a greffé des bâtiments de 4 mètres de large devant les façades pour des raisons de préservation de l'énergie, enfin de la conservation de l'énergie, mais pour aussi requalifier les appartements en faisant des appartements contemporains à partir d'une structure ancienne qu'on a élargie. Donc une densification latérale en donnant en gros une surface de 4 x 5, 20 mètres carrés de plus par appartement pour un coût de 64 000 € par appartement, avec ce bâtiment très étroit, donc de 4 mètres de large sur toute la hauteur des bâtiments, pour redonner un confort de vie, requalifier, embellir. Et ça, c'est un point extrêmement important. On est aussi confronté à une autre chose, c'est la question des îlots de chaleur urbains. Ça, c'est des cartes thermographiques avec le confort d'été. Et vous voyez bien que quand il y a des arbres, la préservation de la qualité de l'espace public est meilleure en été, puisque les arbres préservent et protègent. Ce n'est pas suffisant si on oublie toutes les questions de ventilation. Donc c'est essentiel pour le confort. Et vous savez que quand vous avez un immeuble avec un trottoir, la chaleur, les gens, à partir de 10 heures le soir, ils se disent « ça y est, il n'y a plus de soleil, j'ouvre ». Erreur. C'est le moment où le sol restitue la température. Donc si vous n'avez pas la ventilation naturelle, la circulation de l'air dans la conception de l'urbanisme, c'est pour ça que les grands espaces que l'on voit ont du sens aussi. C'est pour ça aussi que l'urbanisme moderne, qu'on a tant décrié parce qu'il a donné naissance aux grands ensembles, a existé aussi, puisqu'il a permis de faire circuler l'air dans la conception. Qu'on ait trahi aussi les principes de cet urbanisme moderne des années 20-30 avec les congrès internationaux d'architecture moderne, c'est que le résultat, on l'a traduit comme ça, c'est-à-dire en faisant des ensembles urbains d'habitat, mais sans mixité fonctionnelle, sans mixité sociale non plus. Donc, autre interrogation, autre enjeu sur lequel on va continuer à travailler. L'espace public, la ville, c'est un système, et on y est bien pour différents critères. L'espace public, c'est un élément de ce système avec beaucoup de composants. C'est une notion très riche qui englobe à la fois des objets, des formes, et puis des conditions de vie, C'est une notion qui fédère beaucoup de choses, la rue, mais aussi les transports qui passent sur cette rue, son mobilier, les circulations automobiles et leurs nuisances, les aménités, voilà. Et c'est cette question de l'espace public, pour nous, elle est vraiment essentielle par rapport à l'acceptabilité de la densité. Et puisqu'on a beaucoup parlé des exemples de Barcelone ou de Paris, ce sont deux villes qui ont des espaces publics de très grande qualité. Voilà. Alors, l'autre dimension, évidemment, de cette question, elle est dans le terme de commun. Commun, ça veut dire qu'on s'approprie effectivement le bout d'espace public qui est devant chez soi ou dans son quartier. Et c'est l'exemple de Riesenfeld, qui est un exemple sur la ville de Fribourg, qui a une vingtaine d'années aujourd'hui.
et dans laquelle les futurs habitants ont largement participé à la fois la conception de l'espace public, mais aussi la conception des logements, des appartements. Donc la présence humaine, la participation des habitants à cette question de la vie dans leur quartier, du fonctionnement de leur espace public est pour nous une question essentielle qu'on va maintenant un peu approfondir. Donc effectivement, l'espace public, il est riche de comportements et de pratiques sociales. Dans quelques études qu'on a pu mener, on a distingué à peu près 25 types d'occupations sur l'espace public qui sont toutes en interaction. Mais en fait, l'espace public, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de partage, c'est le lieu de la sociabilité, mais aussi du commerce. Et quand on parlait ce matin de tout ce qui était revitalisation des centres-villes, certes, on a affaire souvent à un habitat dégradé, mais on a surtout affaire à un habitat qui est désertifié parce qu'on a chassé petit à petit le piéton, donc la marche, et la marche, c'est le vecteur de base du commerce, de la chalandise en tout cas. Et donc, on a chassé des centres-villes par la voiture. Dans un premier temps, on a chassé les populations et on a fini par les aider aussi à partir à l'extérieur, puisque comme on a paupérisé les centres-villes, et ben automatiquement, on trouvait beaucoup plus facilement, avec cette urbanisation distendue à l'extérieur de la ville grâce à la voiture, on trouvait facilement de quoi se nourrir, etc., en oubliant totalement ces centres-villes pendant une bonne vingtaine d'années. Et puis surtout, dans l'espace public, si on le cantonne uniquement à son caractère fonctionnel, en oubliant qu'il y a des utilisateurs, c'est-à-dire des gens, des humains qui vivent, et puis des usages, la qualité, l'identité urbaine, l'ambiance, l'atmosphère, pourquoi on aime bien se promener dans ces vieilles villes, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là, on le dégrade. Et on le dégrade parce que finalement, ce sont les citadins qui sont les acteurs de cette qualité de vie. Et puis, moi, j'aime bien le terme ménager. Le terme ménager, ça veut dire prendre soin. Eh bien, moi, j'ai travaillé beaucoup avec Claude Quint, qui était président à la RATP, qui était communiste, et un jour, il me dit, il faut que les gens se mêlent de leurs affaires. Et se mêler de ses affaires, c'est s'intéresser à sa proximité, ce qu'il y a en bas de chez soi. Donc ménager, c'est prendre soin de la proximité, voire l'aménager à son échelle, faire de cet espace commun son lieu, le lieu dans lequel les enfants peuvent jouer, comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais du coup, en sécurité, sous quelle forme, comment, donc un travail sur l'apaisement, et puis associer les habitants aux pratiques à la vie locale. Ce matin, quelqu'un en a parlé, à Paris, il y a un permis de végétaliser. Désormais, vous pouvez l'obtenir pour entretenir près de chez vous les espaces verts. On est bien dans cette idée de la proximité. Et donc, et surtout, ce sont les habitants qui sont les experts de leur pratique. C'est-à-dire, c'est eux qui ont besoin de circuler, de se commercer, d'aller faire des courses, etc. Et les aménageurs créent des espaces naturels, mais qui va les exploiter? Alors, on se retrouve à dire toujours, ça doit être la fonction publique qui doit s'occuper de ça, ça doit être les services publics qui doivent s'occuper de ça, mais pourquoi nous, on ne s'occupe pas de notre propre environnement? Et vous voyez qu'on est loin déjà du lotissement qu'on a vu tout à l'heure. On est rentré en ville. Voilà donc la ville du Halles. La densité est d'autant mieux acceptée qu'on peut s'en échapper. Voyez, c'est-à-dire que quelqu'un qui reste enfermé dans son quartier, qui ne trouve pas d'échappatoire à sa vie quotidienne, va mal vivre la ville. Et donc, il faut travailler sur cette notion de ville du Halles. C'est une ville où il y a des lieux d'intimité et des lieux de socialisation. C'est une ville qu'on peut s'approprier
ou partagée, quoi. C'est une ville où on a besoin de lieux de quiétude et puis de lieux animés. Et ces notions-là, elles sont probablement essentielles si on prétend effectivement créer de l'harmonie dans la densité. Et de fait, les habitants s'intéressent à leur ville. Alors, je vais témoigner un petit peu de ce qu'on constate sur la ville de Nantes en particulier, hein, et qui peut constituer une inquiétude hein, pour la capacité d'une ville à continuer à construire. Se développent beaucoup de collectifs d'habitants, et pas simplement des collectifs d'habitants qui viennent s'opposer à la construction sur le terrain voisin, des collectifs d'habitants qui posent la véritable question de leur participation à la conception de la ville. Donc ça veut dire s'intéresser au contenu du PLU, mais ça veut dire aussi s'intéresser au contenu, aux dispositions des permis de construire qui se développent dans leur quartier. Voilà. Alors, il y a des tentatives, évidemment, hein, pour créer le dialogue. Elles sont encore assez maladroites. Elles laissent souvent aux habitants le sentiment mêlez-vous de vos affaires. Hein, c'est précisément... mais de vos affaires, c'est-à-dire pas des nôtres, quoi. Hein, et l'urbanisme, c'est trop compliqué pour vous. Et c'est un véritable défi aujourd'hui hein, que de rentrer dans cette phase d'échange avec les habitants sur le modèle de ville, finalement, hein, que l'on souhaite voir se développer. Voilà, et donc tout ça fait système, effectivement, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les éléments ménagers, la proximité du quartier, la participation avec les conseils de quartier, la qualité des espaces publics et la ville duale, c'est cet ensemble-là sur lequel, de notre avis, il faut travailler pour faire passer l'idée même de cette densification nécessaire. Alors, on va revenir sur un exemple parisien, c'est l'îlot Freckel-Fontarabie, qui est le premier écoquartier parisien, qui a été réalisé à partir de 2002 jusqu'en 2012 pour les premières constructions, c'est-à-dire qu'il a fallu 10 ans de travail en rupture complète avec l'urbanisation antérieure, c'était des grandes opérations d'urbanisme dans des quartiers populaires près de la porte de Bagnolet. Donc on prenait des surfaces et puis hop, on rasait tout. Et puis on a compris qu'il y avait une richesse dans cet habitat populaire qu'il fallait valoriser, conserver, etc. Et donc Eva Samuel a été chargée par la ville, par la Sienne exactement, pour se préoccuper avec les habitants du devenir de leur lieu de vie. Donc on est dans un urbanisme partagé avec de nombreux ateliers. La seule difficulté quand on met des opérations comme ça, c'est qu'il y a le temps de la concertation et puis il y a le temps administratif. Et là, le deuxième est long. Parce que les gens, ce qu'ils attendent, c'est pas ce qui va arriver dans 10 ans. C'est ce qui va arriver demain. Et ça, c'est très compliqué dans notre système de production, de fabrique de la ville d'aujourd'hui. C'est la gestion de ce temps. D'habituer les gens à penser à leur environnement. Ils ont des enfants et puis quand c'est réalisé, les enfants sont déjà partis. Donc pour eux, on les a un petit peu trahis dans cet apprentissage de la compréhension de l'espace dans lequel ils vivent. Et donc, Eva a travaillé avec ses croquis qu'elle dessinait avec eux pour représenter, parce que les gens ont besoin de se représenter et de comprendre. Vous voyez, depuis le début de ce qu'on a dit tout à l'heure, la notion de comprendre est essentielle. Comprendre avec est assez vital. Et donc, avec des cartes narratives qui ont permis petit à petit de dessiner un lieu et de passer de la compréhension collective au programme, et au programme de faire ce quartier. Ici, c'est un itinéraire qui permet, en traversant un jardin, de rejoindre une autre partie du 20e arrondissement. C'est une rupture totale avec le mode de fabriquer la ville avant. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter cet exemple.
Ça, effectivement, c'est un écoquartier nantais, Bautières-Chênay, qui est à peu près terminé aujourd'hui, où effectivement la question de la participation des habitants et la question de l'appropriation de l'espace public n'est pas encore à maturité, hein, on va le dire comme ça. Alors, il est évident que quand on construit un nouveau quartier, eh bien, il faut du temps, hein, pour que les habitants s'identifient à ce quartier, lui donnent une identité aussi, et finalement construisent ce bien-être qu'on aspire tous à trouver dans son lieu de vie. Donc c'est un quartier qui est terminé, qui a beaucoup d'espace, d'espace vert, on va dire, naturel presque, hein, puisqu'il y a des nouilles, on laisse la végétation se développer spontanément. Et c'est un peu le modèle de ville qui est à la mode aujourd'hui, hein, mais qui n'a pas résolu tous les problèmes effectivement de fonctionnement, puisque c'est aussi un quartier sur lequel la question des commerces, la question de la desserte en transport collectif reste encore assez pénalisante, hein, vis-à-vis d'un objectif qui consisterait à dire écoquartier égale moins de voitures, beaucoup plus de déplacements en transport en commun, voire de déplacements à vélo ou à pied. Voilà. Donc en mutation, certes, mais il y a encore un travail important à faire. Et si les Allemands ont su le faire il y a 20 ans, il est quand même assez logique qu'on arrive à construire avec les habitants nos futurs quartiers. Juste pour vous montrer qu'on est dans les 70 logements à l'hectare, ça ressemble un petit peu à ce que les Allemands justement faisaient, hein, dans tous les écoquartiers des années 1999-2000, Riesvenfeld, Vauban, etc., Fribourg, et d'autres depuis, on tourne entre 80 et 100 logements à l'hectare. Alors, juste pour revenir aux fondamentaux de Rue de l'Avenir, on a travaillé depuis 30 ans sur fluidité lente, et on va aussi vite. Parce que le temps, quand on regarde une voiture, on se dit, de 0 à 50, on regarde ça sur le compteur, toutes les publicités, c'est ça. Mais la fluidité lente, c'est pas ça. En ville, ce qu'il faut, c'est rouler, mais pas s'arrêter tout le temps. Assurer la porosité, faire une ville maillée. Et ça, c'est la grande force de la ville de Paris. Traiter les coupures urbaines, les autoroutes, les voies de chemin de fer ont éloigné des quartiers. Il n'y a qu'à juste regarder comment les villes, quand le train est arrivé, en général, elles se sont développées d'un côté. Et puis, la colonisation, entre guillemets, l'extension urbaine, mais juste à côté de la gare, de l'autre côté de la sortie, ça s'est fait beaucoup plus lentement. Et ces coupures urbaines, elles sont vitales pour la richesse des villes. Deuxièmement, mobilité apaisée, les zones à faible circulation, les zones de rencontre, qui sont des zones à 20 km/h, où tous les modes sont autorisés à en circuler, mais avec la priorité pour les piétons. On va avouer qu'on est tous les deux à l'origine, en 2010, du premier plan piéton parisien. On n'a pas eu un grand succès là, puisqu'il a fallu attendre 2016 pour que l'élu en charge de la voirie le prenne réellement en charge et le mette en place. Donc ça a été compliqué. Mais bon, on est arrivé. Et puis, confort et prise en compte des usagers vulnérables, parce que la qualité de vie en ville, c'est ça. Et ce qu'on ne trouve pas non plus quand on est dans le périurbain, c'est la qualité, même si on est en situation de handicap, de pouvoir se déplacer. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi les transports en commun, qui sont des vecteurs aussi extrêmement importants. Mais pour ça, il faut la ville dense. Et donc, la qualité de la ville dense, on la reconnaît à l'ensemble de ces éléments. Et c'est la qualité, et uniquement la qualité, ça a été prononcé plusieurs fois depuis ce matin, qui fait que les gens peuvent aussi avoir envie de venir en ville. Et c'est ça, ce changement qu'on essaye d'accompagner. Alors, maintenant,
tout ce qu'on dit, c'est pas du vent. Voilà. Tu as peut-être le doigt plus sensible que moi, mais voilà. Donc, quelques transformations urbaines à Nantes, donc avant et après. Ici, j'ai oublié de mettre la légende. Ah bah si, ça c'est Bordeaux. Et puis ici, c'est Paris, la butte aux Cailles. Et donc, cette transformation, elle ramène des habitants dans la rue. Des habitants qui étaient exclus de la rue. Et donc, c'est ce lieu, et c'est pour ça que je disais d'entrée qu'on travaillait au niveau des rez-de-chaussée. Et on va conclure par un exemple. Je vais vous montrer une manifestation. On est habitué. Et cette manifestation, elle est à Montreuil pour la transformation d'une autoroute en voie urbaine et en boulevard urbain. Et puis ici, à la Croix de Chavaux, la transformation d'une voie qui devait amener je ne sais plus où, et qui est devenue une aire de jeu et qui est animée régulièrement dans le cadre de la rue aux enfants. Et puis, voilà. Et donc, ici, Montreuil. Tout ça, c'est Montreuil, d'ailleurs. Et voilà un exemple. On voudrait terminer en rappelant que comprendre, c'est comprendre avec l'humain, programmer et faire. Et en fait, tout à l'heure, quelqu'un a dit, ce sont les espaces qui appartiennent aux habitants. C'est bien cet exemple-là. Merci de votre attention. Merci.